Bonjour Alessandro Giraudot. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes économiste, vous travaillez notamment pour une grande société d'investissement, le groupe Viel Tradition. Vous êtes aussi enseignant, je pense à l'ISG, qui est une grande école de commerce à Paris. Et vous êtes un grand spécialiste de l'histoire de l'économie mondiale. Vous avez publié notamment en 2015 « Quand le fer coûtait plus cher que l'or ». Et aujourd'hui, donc, les histoires extraordinaires des matières premières, c'est aux éditions François Bourin. Alors dites-nous d'abord, Alessandro Giraudot, pourquoi l'économiste que vous êtes s'intéresse autant aux matières premières? Deux raisons simples. Une, j'ai travaillé dans l'intérêt première parce que j'ai travaillé sur les céréales, sur les métaux précieux et sur les soft commodities, c'est-à-dire café, cacao et sucre, première chose. Deuxième histoire, c'est parce que, vous savez, pendant peut-être 4000, 5000 ans, les matières premières ont été un énorme déterminant de la réalité économique, en sachant que à l'époque, les banques, les banquiers, les marchands, essentiellement négociaient des matières premières, plus l'or, l'argent et éventuellement les monnaies. Mais les matières premières représentaient environ un tiers du business du monde de l'époque. Et dans ce livre, en fait, il y a une quarantaine d'histoires de ces matières premières, hein, des matières précieuses comme le métal argent qu'on connaît, les diamants, l'or, mais aussi le sel, le thé, le poivre, le bois. Et alors même, j'en ai un qui m'a surpris, c'est l'urine. Et j'ai appris par exemple que l'urine servait en Italie notamment pour purifier la laine avant le Xe siècle. Voilà. Alors, avant tout, nous avions déjà les Romains qui utilisaient ça. Et si vous allez dans certaines villes qui sont des villes comme Rome ou même Kusadasi en Turquie ou encore des pissotières, pardon pour donc c'est le mot, mais c'est le mot technique, dans lequel on récoltait donc ce matériel très important parce que ce liquide contient 3% d'ammoniac. À l'époque, nous, on ne le savait pas, mais c'est un produit extrêmement utile pour le textile et pour le cuir. Et pour désinfecter aussi. Et désinfecter. Et donc, c'était quelque chose vraiment d'essentiel. Voilà pourquoi, quand il y a l'empereur Vespasien qui dit, alors excusez-moi, je cite tout de suite ça, mais c'est marrant, qui dit à son fils, bah, tu sais, il faut mettre une fiscalité sur ce produit étrange. Son fils dit, bah, c'est pas possible. Et la réponse en latin, pecunia non olet, c'est-à-dire l'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Hein, et j'ai vu que ça servait aussi on utilisait l'urine pour les cheveux. Absolument. Donc, à Venise, vous savez, le fameux blond vénitien qui est très cher à tous les peintres. Le blond vénitien, ça vient de l'urine? Non, des femmes vénitiennes, disons. Bien sûr, mais ça entretenait absolument. La blondeur des cheveux. La blondeur, donc là, c'est pas vraiment un blond, c'est du cuivré. Et donc les femmes aspergeaient leurs cheveux de ce produit, qui était ou bien le leur, ou autrement des produits... Donc il y avait un marché de l'urine. Et il y avait le marché de l'urine, absolument. Et après s'exposer au soleil. Voilà. Alors on va parler d'autres d'autres matières premières. En fait, ce livre, c'est vraiment une sorte d'histoire de la mondialisation avant l'heure à travers les siècles. Voilà, parce que, vous voyez, on a beaucoup de matières premières qu'on utilisait normalement, mais c'était vraiment celle de base, donc l'étain, le cuivre, le blé, etc. Mais aussi, on a découvert d'autres produits, par exemple la fameuse belladone, la belladone, qui est un produit terrifiant parce que c'est un venin. En effet, très souvent, avant les batailles, les archers trempaient la pointe des flèches d'une façon telle que la personne éventuellement blessée pouvait mourir beaucoup plus rapidement à cause de ce type de produit. Mais c'était aussi un produit que, encore une fois, les femmes vénitiennes et surtout toutes les femmes qui voulaient plaire aux hommes mettaient dans les yeux. En effet, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les ophtalmos utilisaient ce produit pour dilater les pupilles. Et dans le message sémantique des yeux, si une femme vous regarde avec des pupilles très dilatées, ça signifie qu'elle vous désire beaucoup. Voilà, donc
les femmes de Venise l'utilisaient très largement. Alors vous parlez un peu du pétrole dans ce livre, pas beaucoup d'ailleurs, mais vous parlez aussi d'une autre substance qui est le bitume. Et le marché du bitume de Petra. Qui a fait la fortune de cette ville de Petra qui est aujourd'hui dans la Jordanie actuelle. C'était les Nabatéens. Nabatéens. Alors, ces messieurs avaient donc à côté un centre de production qui est très important, qui est donc la mer Morte, et le bitume, donc un sous-produit du pétrole, était utilisé pour calfater les bateaux, donc un travail essentiel pour le marin. Et donc, ils avaient réussi à concentrer le marché du bitume pratiquement pour toute la Méditerranée, parce que ces produits, très souvent, étaient des produits qui existaient en nature, et seulement dans une région et pas dans une autre. Et donc, tout le Méditerranée était obligé de passer par Petra. Et naturellement, ces gens ont eu l'intelligence de laisser une trace de leur présence dans la pierre locale. Ouais. Et alors, en fait, votre livre, c'est aussi une histoire des concurrences, des guerres. Il y a eu des guerres pour les matières premières. Et par exemple, alors ça, c'est pas vraiment des guerres, mais pour les couleurs, vous parlez du pastel, de l'indigo, avec de la concurrence entre les Néerlandais et les Britanniques. Par exemple. Mais oui, c'est vraiment toutes les couleurs. Vous avez parlé essentiellement du bleu. Donc oui, on peut parler du rouge. Mais aussi le rouge. Oui. Et donc le rouge, c'est le rouge de cochenille, qui est un produit qui arrivait de Oaxaca au Mexique. Et naturellement, avec la Garance, c'est-à-dire le pantalon rouge des pauvres soldats français en 1870 ou même plus tard. Non, mais surtout jusqu'en 14, quand les Allemands étaient déjà habillés en tenues différentes. Alors, ce sont des batailles terrifiantes, parce qu'imaginez par exemple que les producteurs de bleu, qui étaient essentiellement dans les plaines de la Garonne, et voilà pourquoi on appelle cette région la Cocagne, pays de Cocagne, parce que la Cocagne... C'était des boules. C'était des boules qui étaient en effet le produit final de ce type de travail. Et ces gens, pour promouvoir le bleu, par exemple, offraient aux églises tous les vitraux, mais le bleu seulement. Et comme ça, il y avait une promotion du bleu. Et imaginez qu'à ce moment, quand l'indigo a commencé à arriver à un prix beaucoup plus bas, on a eu la demande formelle, officielle au pape de faire une bulle contre qui utilisait ces produits qui arrivaient d'un monde qui était d'infidèles. Et les gens qui produisaient donc le bleu, méthode européenne, par contre, ont été balayés par la bataille des prix. Vous voyez, donc on n'a pas eu de guerre dans le sens de physique. Et puis alors, toutes ces couleurs ont été synthétisées après par l'industrie chimique. Voilà, à partir surtout du les Allemands, siècle. la BASF, etc. Alors, on pourrait aussi parler de la bataille du poivre, par exemple, qui a opposé Venise et Lisbonne. Alors, il y a un truc intéressant, c'est le salpêtre, qui sert à fabriquer la poudre des fusils et des canons. Avec une guerre, il y a eu une guerre parce que le salpêtre, en fait, c'est un dérivé du potassium. Voilà, c'est pratiquement un produit qui se forme avec l'humidité dans certaines régions, par exemple les vieilles églises, les vieilles maisons, dans les étables où il y a une production chimique. Et surtout au Bengale. En effet, le feu de Bengale arrive de là. C'est-à-dire c'était un grand pays producteur et grand exportateur. Et on a eu donc des guerres énormes parce que qui possédait la ligne de production pouvait produire très rapidement ce produit qui était essentiel pour l'artillerie. Les matières premières, vous venez de parler du mot guerre, les matières premières ont toujours provoqué des guerres. On pourrait presque dire que si on plaquait une carte du monde des matières premières, on verrait souvent la carte des conflits. Absolument, absolument. Et en effet, vous voyez, paradoxalement, les matières premières sont et l'acteur et la cause. Dans le sens qu'il y a beaucoup de guerres qui sont faites pour contrôler une région. Imaginez par exemple une chose tout à fait simple, la guerre entre les Hollandais et les Anglais pour le contrôle de l'île de Rune, qui est en Indonésie, contre laquelle les Hollandais ont cédé New Amsterdam, c'est-à-dire New York. Donc imaginez... les conséquences que ça a. Les conséquences qu'il y a eu, voilà. Mais ça vous dit aussi qu'à l'époque, le prix de la
la noix de muscade, qui était le produit qu'on cultivait là-bas, avait une valeur extraordinaire, bien supérieure à celle de l'or, par exemple. Est-ce que vous diriez, comme certains, qu'il y a une sorte de malédiction, on parle souvent de la malédiction des matières premières? Voilà. Alors, mon ami Philippe Chalmin, que je salue... il a préfacé le livre. Voilà, en plus, il a préfacé, donc, petit signe de reconnaissance, parle vraiment de la malédiction des matières premières, et qui est une grande chose vraie, parce que prenez par exemple le cas seulement de ces jours-ci, de l'Arabie Saoudite. Il y avait un pays qui vivait absolument bien, parce que le pétrole était à $100. Maintenant, à $43 de vendredi soir, les revenus de ce pays tombent d'une façon dramatique. Le pays commence à s'endetter. Imaginez qu'ils ont émis 27 milliards, par exemple, de dollars de dette à l'international. Donc, ça signifie que beaucoup de pays, le cas le plus évident, le Venezuela, qui, avec un pétrole à $100, pouvait se permettre des folies de grandeur, on dirait. Et maintenant, Venezuela est dans une guerre presque civile, dans des conditions vraiment dramatiques. On pourrait parler aussi du Kivu, en République démocratique du Congo. Absolument. La guerre des diamants du sang, avec aussi tous les... Vous n'en parlez pas d'ailleurs de ça, le coltan, par exemple, ces produits très... Ces terres rares qui sont en fait aujourd'hui... vous avez raison, en effet, j'en ai parlé dans un livre que j'avais dans le passé, donc je ne peux pas me le répéter. Mais la bataille... Non, merci. Mais la bataille pour ces matières premières se fait vraiment à coups de canon et à coups de sang. Ouais. Il y a encore une autre matière première qui est intéressante, c'est le thé. J'ai appris en lisant votre livre que les briques de thé servaient de monnaie, en Russie notamment et en Chine. Et en Chine, voilà. C'est assez incroyable. On payait en thé. On payait en thé, imaginez. C'est une chose un petit peu étrange, mais vous savez, c'est la même chose pour les grains de cacao aussi, qui était une monnaie dans la Mésoamérique, c'est-à-dire la région mexicaine avant Colombo. Essentiellement, quand vous avez un produit que tout le monde reconnaît, tout le monde lui attribue de la valeur, vous avez inventé une monnaie. Imaginez qu'on a le cori, par exemple, qui était une matière hyper étrange. Ce sont des coquilles qui arrivaient dans la région des Maldives et qui étaient utilisées mais pendant 2000 ans. Et tout le monde les acceptait. Un livre passionnant, en tout cas, Alessandro Giraudo. On pourrait encore parler, le platine, le tungstène, la tourbe flamande, le mercure, il y en a d'autres, l'herbe des jésuites, la noix de muscade, vous en avez parlé, la glace aussi, le soja. Enfin voilà, c'est un livre donc, qui nous raconte toute cette histoire des matières premières. Et à travers ce livre, on découvre en fait l'histoire du monde et des échanges, de la mondialisation à travers toutes les époques. Merci beaucoup. Et je signale d'ailleurs que le tome 2 de ce livre va sortir, je crois, dans quelques mois. Début novembre. Merci beaucoup, Alessandro Giraudo. Merci d'être venu en parler.